Et donc, bienvenue Arnaud. Merci de nous proposer ce temps d'échange sur le coaching d'organisation. Mais en fait, mon introduction va être très simple puisque on te laisse carte blanche pour l'heure qui vient. Et puis, nous sommes tout à ton écoute. Voilà. Bon, alors je vois que 4 têtes, donc non 3 en fait, Pauline, Paul et Fabrice, donc bonjour à tous les autres. Je vais hop, ah si, il suffit que je tape la flèche, je vois Sophie, Laurence, Antoine, Roger, oh là là, tout ce monde-là. Formidable, Jean-Michel, Carole, et cetera. Bon, bref, et bah, écoutez, bonjour à toutes et tous. Quand, Pauline, et Paul m'ont proposé de venir, échanger avec vous, bien sûr ça m'a parlé, donc me voilà. Je crois que c'est aussi à l'initiative de Fabrice. Donc pour la petite histoire, on se connaît avec Fabrice depuis quoi? 2018? 2000 ouais, Oui. 2018-2019, quand, on était dans le groupe Kea, dans une filiale qui s'appelait Kea Prime. Voilà, donc nous avons officié quelques années ensemble et puis après, tout ça a pris d'autres voies, d'autres directions. Donc, je vais vous parler de coaching d'organisation. Alors, qu'est-ce que c'est que pourquoi je vais vous parler de ça? Hem, alors, c'est très en lien, je vais faire comment dire? Une petite, un lien avec ma biographie, mais c'est quand même très en lien avec mon parcours. Voilà, donc je peux pas, faire l'impasse sur ça. C'est que moi, j'ai fait des études de sciences sociales, hein, de sciences politiques et de sociologie et puis, quand j'ai commencé à bosser à la Sofres, je faisais des enquêtes de climat social et puis je me suis aperçu dans ces enquêtes donc vous savez, les baromètres que, on a dans les entreprises qui sondent, les cœurs et les âmes des collaborateurs et puis je me suis aperçu à chaque fois que, il y avait un écart entre, la perception de la même situation par les salariés et puis par les dirigeants. Et je me disais: «Mais comment ça se fait? On parle de la même chose en fait, c'est le même objet». Alors là, c'était en gros la situation, la stratégie, et cetera et on avait des, visions un petit peu aux antipodes. Je me dis: «C'est quand même incroyable». Alors j'avais un peu moins de cheveux blancs à l'époque, hein, puisque j'avais 30 ans de moins. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Il faudrait que j'aille voir du côté du conseil», parce que c'est là, semble-t-il, que, on change les choses et qu'on intervient, hein. Donc, j'ai commencé à chercher et puis un petit peu par hasard, je suis tombé chez Bossard, mais vraiment par hasard parce que Bossard ne recrutait que des ingénieurs comme vous. Donc autant dire quelqu'un venant des sciences sociales comme moi n'avait à peu près aucune chance, sauf que, pas de bol, ils se sont récupérés des gens de sciences sociales puisque à l'époque, ils venaient d'intégrer l'équipe de François Dupuis. Donc pour ceux qui, ne connaissent pas François Dupuis, c'est un des, élèves, on peut dire, ou un des continuateurs de Michel Crozier et donc François Dupuis venait avec, toute son équipe sous le bras, donc c'était 5 ou 6. Donc des sociologues des organisations. Alors je peux vous dire que dans le monde des ingénieurs, les sociologues des organisations, on sait pas non seulement on ne sait pas bien ce que c'est, mais c'est plutôt en bas de l'échelle. Voilà, c'est il y a les métiers sérieux et puis il y a les sociologues, voilà et donc donc un jour j'avais contacté François et puis, j'avais pas eu de réponse et un jour quelqu'un m'appelle en disant: «On a recruté des sociologues, vous avez l'air d'être sociologue, donc venez. On sait pas bien ce qu'ils font, mais on va renforcer ce pôle-là» et puis, voilà. Donc j'ai fait 5 ans ça et j'étais dans une équipe qui s'appelait Bossard Institut et Bossard Institut, c'était l'équipe où on mettait un peu tous les farfelus. C'est en gros tous les gens ils pouvaient être ingénieurs, mais c'était plutôt des gens qui s'occupaient du facteur humain. Donc autant dire qu'ils étaient relativement éloignés de tout ce qui est tableau Excel, et data et on faisait appel à Bossard Institut quand ça marchait pas. Autant dire qu'on avait du boulot parce que, ça marchait pas souvent. Voilà, et donc c'est là que j'ai commencé à rencontrer, un truc qui s'appelle l'homéostasie, qui est la capacité des organisations à pas du tout faire ce qu'on leur demande et à n'en faire qu'à leur tête. C'est-à-dire la propension, voilà, d'un système vivant, en l'occurrence humain, à revenir à sa forme intérieure. Une fois qu'on lui a un peu tordu le bras et que les consultants sont partis, chacun reprend ses abattis et on refait comme avant. Donc voilà, en gros, ça s'appelle l'homéostasie et on venait, voir cette équipe pour dire, «On comprend pas, mais on a déployé des beaux plans avec, des beaux PowerPoint, tout ça dans un ordre absolument impeccable, hein. Il y a des flèches, des ronds, il y a des belles couleurs. En plus, c'est en anglais, donc ça devrait marcher, et puis ça marche pas».
Et donc, on intervenait avec les sociologues pour, pour essayer de décoincer ces situations-là. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fait ça 5 ans, et puis au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu assez. Non pas de la discipline, parce que c'était assez passionnant, mais du métier de consultant, parce que ça correspondait beaucoup moins à mes valeurs. Voilà. Je trouvais qu'on allait toujours prendre dans les mêmes poches et reverser dans d'autres poches qui étaient là aussi toujours les mêmes. Donc, ça me convenait moins. Et puis, à cette époque, j'ai commencé à rencontrer ce qui a été mon deuxième choc. Mon premier choc, c'était la sociologie de Crozier. Mon deuxième choc, ça a été Palo Alto. Limite un choc amoureux, quoi. Je suis tombé amoureux de Václavic et de ce qu'il écrivait, parce que non seulement c'était intelligent, mais en plus c'était drôle, et donc moi ça me va bien, parce que je n'aime pas trop quand on se prend au sérieux, donc il écrivait très, très simplement. Et alors, les petites choses que j'ai trouvées dans Palo Alto, je me suis dit, mais bigre, on ne peut plus du tout faire ce métier de la même façon. Plus du tout. Enfin, il faudrait que ce soit remboursé par la sécurité sociale pour toute personne faisant de l'accompagnement des transformations. Voilà, vous êtes sûrement très aguerri à Palo Alto, donc je ne vais pas parler de Palo Alto, mais ne serait-ce que son concept de toujours plus de la même chose, une fois qu'on a cette paire de lunettes sur les yeux, c'est absolument fascinant de voir comme les organisations font la même chose, et donc toute référence à une situation politique qu'on vivrait aujourd'hui avec une motion de censure à la clé serait évidemment purement fortuite. Et donc, au fil du temps, j'ai commencé à développer une sorte d'approche de la transformation qui mêle la sociologie de Crozier, que je vais résumer par le problème, c'est le problème. C'est ce que nous disait Crozier. Il disait les organisations n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'elles posent mal les problèmes. Et ça, vous savez, puisque je crois qu'il n'y a que des coachs autour de la table ou autour de l'écran, que vous savez à quel point on a parfois des clients en individuel qui arrivent en formulant leurs problèmes, on se dit, et si on reste sur cette formulation, on ne va jamais y arriver. Et donc, évidemment, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de reformuler le problème pour arriver à le résoudre. Et puis, Palo Alto disait exactement l'inverse, c'est-à-dire que Palo Alto disait, et dit encore, le problème, c'est les solutions. Alors là, vous voyez déjà que pour faire ce métier, il faut quand même un certain degré de schizophrénie, puisque nos deux amis disent exactement l'inverse. Le problème, c'est le problème d'un côté, le problème, c'est les solutions de l'autre. Bref, étant moi-même un peu schizophrène, mais on me laisse quand même continuer à vivre ma vie, donc je ne suis pas encore en institution, ça ne saurait tarder, je pense. Avec ces deux outils-là dans la boîte, on arrive à résoudre à peu près n'importe quoi. Et c'est ça qui est, je trouve, intéressant, je vais y revenir. Et c'est intéressant, je reviendrai un peu sur la méthode, je pense que c'est intéressant et pour les coachs et pour les entreprises. Alors pour les coachs, pourquoi? Parce que moi, ce qui me frappe depuis que je fais ce métier, c'est-à-dire à peu près 2006, ouais, ça doit être ça, 2006, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de coachs qui n'ont pas de raisonnement stratégique sur leur activité. C'est-à-dire qu'au fond, ils se forment très bien, ils se forment à plein de choses. D'ailleurs, la plupart du temps aux mêmes choses, c'est-à-dire qu'on a des stratégies mimétiques dans la profession de coach. Et c'est ce que j'ai appelé dans une conférence une stratégie océan rouge. C'est-à-dire que j'essaye de vivre du coaching individuel, sachant que je n'y arrive pas, parce que le modèle économique du coaching individuel est compliqué. Il y a relativement peu de gens qui arrivent à en vivre. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, je dis que c'est difficile. Avec une particularité qui est probablement unique, c'est qu'on est sans doute, je dis bien sans doute parce que je n'ai pas fait de recherche, mais on est sans doute une de celles professions où on nous invite à nous débarrasser de nos clients en permanence. Aucune profession ne vit ça. Je veux dire, quand vous êtes avocat, quand vous êtes garagiste, boulanger, on ne vous demande pas de vous débarrasser de vos clients. Au contraire, vous devez les fidéliser. En coaching, pas de bol, on a une injonction à l'autonomie, et qui est très bien, hein, sur un plan éthique, je la partage tout à fait. Mais en gros, vous avez 6, 7, 8, 10 entretiens pour vous débarrasser de votre client. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a travaillé avec vous, il doit être autonome et il doit se débrouiller tout seul. Bon, très bien, mais une fois qu'on s'est débarrassé de son client, la plupart du temps, il ne va pas recommander un autre coaching. Et donc, vous voyez bien, quand vous étendez ce modèle-là à l'ensemble du métier, c'est quand même compliqué, parce qu'il faut tout le temps être en chasse commerciale, si je puis dire. Donc, il y a un coût d'acquisition
du client qui est relativement élevé, pour ne pas dire absolument prohibitif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, souvent, les coachs développent d'autres activités qui vont être des activités qui vont apporter du chiffre d'affaires plus récurrent, par exemple la formation. Bon, et donc, les coachs vont faire de la formation au management, de la formation au coaching. Mais en fait, comme tout le monde fait ça, eh ben, on est dans un océan saturé. Sachant que les prix, en plus, l'un petit inconvénient de la formation, c'est que les prix à la journée sont relativement bas. Il y a une concurrence énorme. Et donc, si vous êtes familier de la notion d'océan rouge, océan bleu, vous voyez bien qu'on est typiquement dans quelque chose qui ressemble à un océan rouge, c'est-à-dire un nombre de clients plutôt faible et puis un nombre d'intervenants plutôt fort. Donc, tout ça s'entremange et donc c'est un peu sanglant. Bon, donc plutôt que de se former au énième outil de type MBTI, DISC, blablabla, ou je ne sais pas quoi, méditation transcendantale, ma proposition, c'est plutôt d'adopter une stratégie océan bleu. C'est-à-dire, en gros, d'aller sur des territoires où il y a tellement à manger que même si on est nombreux, on ne s'embêtera pas. Et je pense que ce territoire, c'est la transformation. C'est-à-dire un domaine qui, jusque-là, est plutôt squatté par les consultants. Quand vous interrogez les entreprises, qu'elles ont un besoin de transformation, elles vont faire appel à des consultants. Et je lui dis, c'est dommage. Alors, c'est dommage. Oui et non. Je n'ai rien contre les consultants, mais on a toujours notre petit ami homéostasie qui rôde pas loin. Et pour avoir travaillé quand même pas mal d'années, pour ne pas dire j'ai travaillé une quinzaine d'années en cabinet de conseil, il me semble que voilà, qu'on peut quand même bien voir les avantages et les limites des approches conseil. Sachant que le business model du consulting, je parle du consulting plutôt des grands cabinets, hein, je ne connais pas celui des petits cabinets. Je n'ai jamais travaillé en petit cabinet, donc je mets une nuance à mon propos, je parle plutôt de celui des grands cabinets. C'est que le modèle est assez intéressant, c'est que, au fond, quand vous êtes consultant et que vous réussissez votre intervention, et c'est gagnant pour vous, puisque le client va trouver que vous êtes absolument formidable. Et puis, quand votre intervention échoue, vous avez une histoire à raconter qui est l'histoire de la résistance au changement. Donc ça, c'est assez génial. C'est-à-dire qu'on a inventé, je pense, le concept pour ça, qui est de dire, c'est pas de ma faute, c'est les autres. Vous voyez, c'est chez vous que ça résiste. Moi, je vais vous regarder, j'ai tout bien fait, hein, j'ai fait des PowerPoint, j'ai fait des Excel, j'ai fait des flèches les unes derrière les autres. Donc tout ça est très clair, très logique, hein, puisqu'en plus, on s'adresse souvent à des gens cartésiens, mais ça marche pas, ça résiste. Donc si ça résiste, c'est chez vous, forcément. Et donc, si ça résiste, je vais vous aider. Et allez, je vous en recolle pour un budget. Et les budgets de conseil, si pour ceux qui connaissent, c'est souvent des budgets qui sont à 6 chiffres. Hein, voilà. Donc, c'est intéressant, évidemment, et c'est pour ça que les consultants gagnent infiniment mieux leur vie que les coachs. C'est qu'au fond, qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent pas, c'est même souvent plus intéressant quand ils ne réussissent pas, puisqu'on fait ce qu'on appelle dans le métier de la revente. Il faut savoir qu'un senior partner dans un grand cabinet de conseil, son principal objectif, une fois qu'il est rentré, c'est de ne plus sortir. Je ne sors plus. Et donc, la tâche qu'il donne à son équipe, c'est certes, faites la mission, mais repérez les opportunités qui vont nous permettre de revendre. Donc, vous voyez qu'on est relativement loin de l'injonction à l'autonomie qui pèse sur nous, les coachs. Bref, tout ça pour dire que ce métier de la transformation, cette activité de la transformation, il est absolument colossal. Donc, c'est un océan bleu, au sens qu'il est énorme, puisqu'il n'y a pas une entreprise qui n'a pas quelque chose à transformer. Alors, quand je dis une entreprise, un manager, un dirigeant, une équipe, ils ont toujours des cailloux dans la chaussure qui les embêtent. Et on peut être nombreux, mais même si on est nombreux, de toute façon, on est dans un métier où si les clients ont envie de travailler avec vous, c'est avec vous qu'ils ont envie de travailler et pas avec le voisin. S'ils aiment bien Pauline, c'est avec Pauline qu'ils vont bosser. Voilà, c'est pas avec Arnaud, c'est pas avec Paul, c'est pas avec Jean-Michel, c'est avec Pauline parce qu'ils aiment bien son style, parce que je sais pas quoi, parce que voilà, ça accroche bien. Donc, moi, je trouve que ce truc-là est intéressant parce qu'en fait, même si on est nombreux, on ne se fait pas concurrence. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde et il y a de la place pour tout le monde en plus, puisqu'il faut parler un peu concret, à des taux journaliers qui me semblent intéressants.
puisque c'est des taux journaliers qui ressemblent à ceux du consulting. Et donc, ça peut permettre de commencer à vivre de son art. Et donc, c'est pour ça que le coaching d'organisation, qui est du coaching appliqué à la transformation, c'est ma définition, ça peut permettre vraiment d'aller chercher ce marché-là. Donc, je trouve que c'est une bonne raison pour ça. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est pour les entreprises. Je ne sais pas vous, mais ça peut m'arriver moi d'arriver dans des entreprises dans lesquelles les clients n'ont plus envie de travailler avec des consultants, pour X raisons. Parce que c'est trop cher, parce qu'ils restent trop longtemps, parce que ceci, parce que cela. Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les moyens. Bon, bref. Et le coaching d'organisation peut quand même leur offrir une méthode d'accompagnement des transformations qui leur coûtera moins cher et qui, la plupart du temps, est plus efficace que celle du coaching pur, puisque au centre du coaching d'organisation, il y a un seul souci, il n'y en a pas 50, c'est l'homéostasie. C'est-à-dire comment on fait pour que le système collabore. Le système, alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'on met dedans, hein, ça peut être des définitions variables, évidemment. Ça peut être le dirigeant, ça peut être le dirigeant et son équipe dirigeante, ça peut être l'ensemble de l'organisation, ça peut être plein de choses, le système. Mais bref, ça peut permettre au système de beaucoup mieux collaborer avec la transformation, puisque l'essentiel du souci du coach, ça va être de s'occuper de ça. Donc, c'est à la fois du coaching, puisque on n'apporte pas d'expertise sur le sujet, et en même temps, c'est sur un territoire qui est généralement le territoire du consulting. Voilà. Donc, c'est une méthodologie qui est profondément, de mon point de vue, profondément hybride, centrée autour d'un sujet, qui est la transformation, et qui peut permettre, je trouve, aux coachs, non seulement de ne pas perdre leurs clients, et aux entreprises d'avoir une méthode qui va donner de meilleurs résultats. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, une publicité qui était pour une voiture Volkswagen, je ne sais plus laquelle, je crois que c'était Polo. Et la publicité de Polo, c'était. Non, c'est une Golf, je crois, c'était la Golf. C'est vous pouvez avoir moins bien, mais c'est plus cher. Voilà. Et donc, je trouve que ça s'applique relativement bien à notre métier. C'est vous pouvez avoir mieux, mais c'est moins cher. Donc, c'est doublement intéressant, évidemment, et c'est, je crois, la promesse que peut tenir le coaching d'organisation. Alors, ça, c'est, on va dire, le pourquoi, c'est, je crois, une activité qui peut être intéressante pour celles et ceux d'entre vous qui s'y intéressent et qui ont envie de bien vivre de leur art, c'est d'aller sur ce territoire. Après, la question, c'est comment on s'y prend. Comment on s'y prend. Alors, on sait bien que le consulting va s'occuper du sujet apporté par le client. Le coach ne va pas s'occuper du sujet apporté par le client. Donc, comment on va faire tout ça? Je vous rappelle donc les deux piliers, si je puis dire, ou les deux outils que je propose, qui est d'un côté la sociologie de Crozier, résumée par le problème, c'est le problème, de l'autre côté celle de Václavic, le problème, c'est les solutions. Et donc, muni de ces deux outils dans la boîte à outils, je crois qu'on peut résoudre pas mal de situations pour aller à cet endroit-là. Pourquoi c'est intéressant pour les entreprises? Et moi, ce qui me frappe, c'est que quand on regarde, le travail que j'ai essayé de faire, les études qui portent sur les taux de réussite des transformations, la première que j'ai trouvée, elle date de 95, on s'aperçoit que, en fait, le taux d'échec des transformations ne baisse pas. Et donc, moi, c'était vraiment c'est encore un objet d'interrogation que j'ai, qui est comment se fait-il qu'une discipline qui s'appelle la transformation ne progresse pas dans ses taux de réussite? Parce qu'après tout, toutes les disciplines progressent, elles acquièrent du savoir. Il y a des gens qui écrivent des livres, qui élaborent des formations, qui font des conférences, etc. Donc il y a du savoir qui s'accumule. Donc avec ce savoir, on devrait mieux faire. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas beaucoup le cas. Donc c'est quand même un petit peu un mystère. Et il me semble qu'il y a peut-être deux éléments d'explication. Après, on pourra en débattre. Hein. Évidemment, ce sera le sujet intéressant, c'est de discuter de tout ça. Je prétends évidemment pas détenir la vérité. Mais d'un côté,
moi, il me semble que du côté des gens qui font, on a des méthodes qui se renouvellent relativement peu, en profondeur, je veux dire, dans les paradigmes. Alors, en surface, ça se renouvelle, parce que tous les ans, vous avez votre lot de nouveaux gadgets. Alors, il y a quelques années, c'était Serre Qualité, puis après, c'était Lean, puis après, aujourd'hui, c'est l'agilité, et puis c'est le design thinking. Bref, tous les ans, vous avez quelques personnes qui vous font un petit design, qui écrivent un livre, et puis qui vous font la méthode, et les entreprises achètent. Bon, fondamentalement, ça ne change pas beaucoup, qui est, en gros, on a toujours le triptyque conception, communication, exécution. C'est-à-dire que vous avez un sommet qui conçoit, vous avez une hiérarchie intermédiaire qui transmet, qui communique, et puis vous avez une base qui exécute. Voilà. Et ce triptyque-là, malheureusement, il marche de moins en moins. Pourquoi? Et c'est là que j'en viens au deuxième élément d'explication, c'est qu'il me semble que depuis 30 à 40 ans, à peu près toutes les évolutions sociétales vont dans le sens d'un renforcement des ressources des acteurs pour ne pas faire ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire qu'en gros, les acteurs disposent de plus en plus de ressources pour en faire leur tête, pour le dire de façon simplement. François Dupuis, à qui on disait mais c'est quoi le management? Il dit c'est faire faire à des gens des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc j'aimais bien cette définition du management, parce que s'ils ont envie de le faire, il n'y a pas besoin de management. Et donc, voilà. Donc j'aime bien cette définition-là, qui est comment, au fond, quand on est chef d'entreprise, dirigeant, on peut faire faire à des gens des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire, donc en gros transformer, quoi, changer des situations. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez bien que si j'avais à le schématiser, on aurait d'un côté un corpus de méthodes qui ne bouge pas beaucoup, et puis de l'autre, des collaborateurs, des salariés. On peut évidemment appliquer cette grille de lecture à la société, qui a tendance à s'éloigner de ce corpus de méthodes. Et évidemment, cet éloignement provoque les frictions qu'on connaît aujourd'hui, à la fois dans la société et puis dans les entreprises, avec, j'étais pas plus tard que mardi dernier dans une grande entreprise pour déployer son nouveau plan stratégique. Pourquoi nouveau plan stratégique? Parce qu'ils ont fait le constat que le précédent, 2000-2025, avait été extrêmement poussif et en fait n'avait pas donné la moitié des résultats qu'ils attendaient. Donc, on est en plein dans l'homéostasie, c'est-à-dire d'un système qui dit votre truc, j'en veux pas, quoi. Voilà. Et donc, quelles sont les ressources que les acteurs ont acquis depuis une trentaine d'années? Le premier d'entre eux, je trouve qu'on sous-estime, c'est la démographie. C'est-à-dire qu'en gros, les entreprises, elles veulent recruter. Elles veulent recruter souvent des jeunes, c'est-à-dire des gens qui ne coûtent pas trop cher. Les vieux, elles n'en veulent pas. Les vieux, je me mets dedans, hein, j'ai 58 ans, donc je suis tout à fait dedans. Elles n'en veulent pas, alors que le vivier est plein. Vous voyez, là, on retrouve Océan Rouge, Océan Bleu, hein, accessoirement. Donc, on a des entreprises qui ont des stratégies parfaitement mimétiques en termes de recrutement. Ça donne le résultat suivant, c'est que, pour vous donner juste un chiffre, hein, au deuxième trimestre 2025, donc cette année, hein, on était à 488 000 postes non couverts en France. Hein. Donc, un demi-million de postes non couverts. Alors que les gens, on les a. Hein. Je ne dis pas qu'on a les 488 000, mais on en a un certain nombre. Mais encore faut-il changer de stratégie, arrêter les stratégies Océan Rouge et développer des stratégies Océan Bleu et casser ce mimétisme qui fait qu'on fait tous de la même façon. Et donc, la démographie, c'est quoi? Ça veut dire qu'en gros, les gens de ma génération, les gens avant ma génération, ils ont fait, donc mes parents, nos parents, pour ceux qui ont mon âge, ils ont fait pas mal d'enfants. Et donc, notre génération, qu'on appelle les boomers, ils sont assez nombreux sur le marché. Sauf que cette génération, elle va partir à la retraite, elle est en train de partir à la retraite, et elle est remplacée par quoi? Elle est remplacée par la génération que nous, on a fait. En l'occurrence, que nous, on n'a pas fait. Parce qu'en fait, le taux de natalité s'est complètement effondré. On le voit encore aujourd'hui. En France, on était aux alentours de 2, voire à 9, 1,8. On est tombé à 1,7, on va tomber à 1,6. Et en Europe, on est aux alentours de 1,5, 1,4. C'est le taux de fécondité par femme. Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que vous avez moins de jeunes, et donc qui dit moins de jeunes, dit qu'ils sont davantage en position de négocier leurs conditions de collaboration avec les entreprises. Et s'ils ne sont pas contents, soit ils ne viennent pas, soit ils s'en vont. Et ça, beaucoup d'entreprises n'ont pas encore complètement capté
que et donc, quand les dirigeants disent un tel, on n'en veut plus, recrutez-moi, les DRH s'arrachent un peu les cheveux parce qu'ils disent mais on veut bien recruter, mais le marché il est vide. D'accord, on a pêché dans ce bassin-là, il est vide, il n'y a plus de poissons. Alors, encore une fois, on pourrait tout à fait se dire allons piocher dans les viviers qui sont pleins. Le vivier qui sont pleins, c'est les seniors, sauf que le management à la française fait que les seniors, on n'en veut pas. Ça va peut-être changer, je l'espère, mais en tout cas, pour l'instant, il y a quand même de grosses rigidités à cet endroit-là. Donc, forcément, ça crée un déséquilibre qui rééquilibre en quelque sorte le rapport de force dans les organisations, qui fait que employeur à employé, le rapport de force a changé et les employés ont de plus en plus de capacité à dire votre transformation, je n'en veux pas. D'accord ? Donc, si on ne change pas notre façon d'aborder les transformations, on va déclencher de l'homéostasie à grande échelle et c'est souvent ce qui se passe, notamment dans les grandes organisations. Il y a d'autres facteurs, le facteur de la massification d'enseignement qui fait que dans les années 60, vous aviez 20% d'une génération qui avait le bac. Dans les années 2020, vous avez 80% de génération qui a le bac. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens plus éduqués. Et donc, le fait de faire ce qu'on leur demande sans autre forme d'explication, là aussi, ça ne leur va pas. Donc il faut donner du sens, les associer, etc. Chose qui, quand elle est faite, fonctionne relativement bien. Quand elle n'est pas faite, évidemment, fonctionne moins bien. Je vous passe sur l'impact des réseaux sociaux. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les réseaux sociaux ont quand même donné l'habitude à tout un chacun de prendre la parole. Et donc, on a aujourd'hui 60 millions de gens qui prennent la parole. Encore une fois, est-ce que c'est bien ou pas? Chacun jugera par... c'est un autre débat. Mais le fait est, c'est que quand ces gens qui, dans leur vie courante, ont l'habitude de s'exprimer, de donner leur avis, y compris sans qu'on leur demande, et qu'ils arrivent en entreprise et puis on leur dit écoute, tu sais quoi, ton avis, on s'en fout, fais ce qu'on te demande et puis pas autre chose, et de nouveau, on crée un hiatus. On dit, et ça coince, voilà. Et donc, on a un certain nombre d'évolutions sociétales. Je vous passe sur le Covid, évidemment, sur la crise environnementale, qui génère aussi un besoin de sens. On l'a vu pendant le Covid, il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui ont eu du mal à revenir à la situation hantée, parce que les gens disaient, mais tant qu'à être mal payé, autant que j'ai un job qui soit sympa, et donc qui ont déserté. C'est ce qu'on appelle encore le quiet quitting ou le désengagement, qui ont déserté. Bref, je ne vais pas le développer plus longtemps, mais tout ça fait que les acteurs aujourd'hui, donc les collaborateurs, les salariés, ils ont des capacités à résister aux injonctions dont ils sont l'objet. Soit, alors vous connaissez le triptyque d'Albert Eichmann. Albert Eichmann disait qu'il y a 3 stratégies. Exit, voice, loyalty. Donc, loyalty, vous êtes loyal à votre entreprise, vous faites ce qu'on vous demande. Et ça a longtemps été la stratégie des cadres. Ça l'est encore, sauf qu'on a quand même aujourd'hui pas mal de cadres qui s'échappent des grandes organisations et qui se reconvertissent, qui en ont ras-le-bol d'être entre le marteau et l'enclume. Deuxième stratégie, voice, en fait, vous râlez. C'est-à-dire que vous exprimez votre insatisfaction jusqu'à ce que soit on vous écoute, soit on ne vous écoute pas, et puis vous en tirez les conclusions. Et puis troisième stratégie, exit, c'est-à-dire que vous protestez avec vos pieds et vous allez voir ailleurs. Et donc on a aujourd'hui une situation qui est de cet ordre-là, et qui fait que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'équipes dirigeantes, beaucoup de dirigeants sont surpris des difficultés qu'ils rencontrent, parce qu'ils n'ont pas changé leur méthode, ou pas beaucoup, aidés de leurs amis consultants des grands cabinets, qui eux-mêmes n'ont pas beaucoup changé leur méthode, si ce n'est 2-3 artifices de forme, voilà, tels que ceux que j'ai cités, et puis qui continuent comme avant. Mais encore une fois, le business du consulting supporte relativement bien l'homéostasie pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Voilà. Donc en gros, voilà, on pourrait évidemment raffiner cette approche, mais c'est pour dire qu'il me semble qu'aujourd'hui, le marché a besoin d'une nouvelle approche de la transformation qui intègre beaucoup plus ces dimensions-là. Et il me semble que le coaching d'organisation peut être une réponse en ce sens, pour mieux transformer. Alors, qu'est-ce qui fait que si on suit notre premier cadre de référence qui est Crozier,
Crozier, je vous le rappelle, nous dit le problème, c'est le problème. Et on s'aperçoit souvent que les clients nous formulent des demandes. Aidez-moi avec mon problème de rentabilité, aidez-moi avec mes commerciaux qui ne vendent pas les bons produits, aidez-moi avec my supply chain qui ne collabore pas avec le commerce, aidez-moi à transformer la culture, etc., etc. Et on s'aperçoit assez vite que cette façon de formuler pose problème. Pourquoi En fait, on s'aperçoit, et on va voir l'intérêt du truc, que moi, une des questions que je pose à mes clients, au bout d'un certain temps, c'est depuis combien de temps vous rencontrez cette situation? Et c'est relativement fréquent que la situation, le client la rencontre depuis 6 mois, 9 mois, 1 an. C'est-à-dire que ça fait déjà un certain temps qu'il essaye de résoudre son problème, mais qu'il n'y arrive pas. Et donc, évidemment, à partir du moment où le client nous livre cette hypothèse-là, on peut supposer qu'il y a quelque chose dans son système qui résiste. Et souvent, ce quelque chose, c'est déjà le dirigeant lui-même, ou le client qui nous amène la situation. C'est-à-dire la façon dont il nous apporte, dont il formule la situation est déjà en tant que telle problématique. Pour prendre une petite image qui distingue consulting, coaching, vous connaissez la petite blague un petit peu éculée qui est à quoi on reconnaît un psychologue dans un cabaret, dans une salle de cabaret. C'est le seul qui regarde les spectateurs. Les spectateurs regardent la scène, le psychologue regarde les spectateurs. Bon, si j'applique cette blague un peu ancienne à nos métiers, en fait, le consultant regarde la scène avec son client, c'est-à-dire qu'ils vont regarder ensemble le problème et ils vont allier leurs forces pour résoudre le problème, mais ils regardent la même chose. Le consultant ne remet pas en cause, pour d'évidentes raisons commerciales, ou seulement à la marge, ne remet pas en cause la formulation que le client propose de son problème. Le coach, n'ayant pas d'expertise particulière pour résoudre le problème, regarde un autre endroit. C'est-à-dire qu'il n'a aucune expertise sur la supply chain, sur le commerce, sur la stratégie, sur ceci. Il va regarder son client et se poser la question de pourquoi son client, qui tous les jours arrive à résoudre quantité de problèmes, de situations, sans prestataire, et c'est fort heureux, sur ce sujet-là, il fait appel à un prestataire. C'est une question qu'on se pose rarement, mais le fait de faire appel à un prestataire signifie quelque chose. C'est une sorte d'acte politique. Parce que le client, je suppose, ne va pas dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros pour des gros contrats de consulting, juste pour les beaux yeux du prestataire. Donc, il y a bien une raison, il y a bien un motif pour lequel il fait appel à un prestataire. Et souvent, ce motif, c'est l'homéostasie. C'est-à-dire qu'il a essayé des choses, mais ça coince. Et c'est là qu'on peut déclencher les hypothèses de Crozier et de Palo Alto. Ça peut coincer parce qu'il formule le problème de telle façon qu'il n'arrive pas à le résoudre, ou ça peut coincer parce que les solutions qu'il déploie sont éminemment répétitives et qu'à force de les répéter, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissez Palo Alto, à force de les répéter, ces solutions deviennent elles-mêmes le problème. Un petit peu à l'image, ce danger nous guette toutes et tous, c'est un petit peu comme quand on est pressé. Vous devez défaire ou faire votre chaussure avec un lacet, et le lacet est coincé. Bon. Quand on est pressé et un petit peu stressé, qu'est-ce qu'on fait? On s'agite. Et donc, on va tirer sur les fils. Évidemment, quelqu'un de l'extérieur dit plus tu tires sur les fils, plus tu vas coincer ton nœud. Donc, la première chose à faire, c'est de se poser, d'arrêter ça, et puis tranquillement défaire le nœud, mais donc déjà de ralentir. C'est-à-dire d'interrompre la solution qui a consisté à défaire le nœud avec agitation, tirer dessus, etc. etc. C'est là que l'hypothèse de Palo Alto est intéressante, c'est qu'on repère les solutions que déploie le client, et comme ces solutions ne sont pas satisfaisantes, le premier boulot, ça va être de les interrompre. Alors ça, c'est la théorie. Dans la pratique, comment on va faire? Évidemment, c'est là que ça devient un petit peu sioux, puisque
si le client a une certaine vision des choses, il est relativement peu probable, je dis bien peu probable, c'est pas impossible, mais c'est relativement peu probable, que le fait que son prestataire préféré lui dise « Monsieur ou Madame le client, Monsieur le client, Madame le cliente, vous vous y prenez mal », il y a peu de raisons que le client entende ça. S'il l'entend, c'est parfait, tant mieux. Mais il y a peu de raisons qu'il l'entende parce que probablement qu'il n'entend pas ça comme il n'entend pas un certain nombre de messages qui lui viennent de l'organisation qui est « Chef, arrête de faire comme ça coince de partout ». Encore une fois, il ne l'entend pas, ou il ou elle ne l'entend pas parce que stress, parce que pression, parce que le monde des dirigeants est un monde où on n'a pas beaucoup de temps. Donc, il va falloir trouver une façon de, entre guillemets, percer un petit peu les défenses, qui sont les croyances. Hein. Le matériau du consultant, c'est les data, c'est les benchmarks, c'est l'expertise, etc. Nous, en tant que coach, on n'a pas tout ça. Hein. Les seules choses qu'on a, c'est les mots. Et derrière les mots, c'est les croyances. Et donc, il va falloir trouver un moyen de fissurer un tout petit peu un système de croyances qui, probablement, au fil du temps, est devenu un petit peu figé autour du sujet. Et là-dessus, moi, je vais trouver mon inspiration dans une autre sous-famille de la famille systémique, qui est la thérapie familiale. Avec un auteur comme, par exemple, comme Guy Oslous, Guy Oslous qui était thérapeute familial, et la notion de circularité. C'est-à-dire de remettre en circulation une parole qui n'est pas une parole externe, qui est une parole interne. Ça a l'air de rien, mais ça change tout, puisque c'est beaucoup plus difficile de résister à une parole interne qu'à une parole externe. Là aussi, de nouveau, le concept de l'homéostasie peut nous aider. Et je conçois cette façon d'intervenir un petit peu comme l'acupuncteur. L'acupuncteur ne vous apporte pas de médicaments, il ne vous apporte pas de produits chimiques venant de l'extérieur. Il vous pose 2-3 questions, il vous regarde, il vous observe, il ou elle. Et puis, à un moment donné, il va planter ses aiguilles à quelques endroits du système, en l'occurrence notre corps, et il va décoincer l'énergie. Et je trouve ce principe-là intéressant, parce qu'évidemment, ça rencontre, il me semble, complètement l'éthique de notre métier, qui est que c'est le client qui a les ressources. Et donc, simplement, notre travail va consister à remettre en circulation, par exemple, des visions ou des mots ou des façons de voir qui étaient coincés, qu'on n'entendait plus, que le dirigeant n'entendait plus ou que l'équipe dirigeante n'entendait plus pour, encore une fois, X raisons dans lesquelles il n'est pas forcément nécessaire de s'entendre. Et ces aiguilles, ben en fait, c'est souvent les entretiens qui vont nous servir à ça. Vous connaissez la métaphore du monsieur qui cherche ses clés la nuit. Hein. Monsieur cherche ses clés, puis un kidam sous un lampadaire, et puis un kidam s'approche en disant « Qu'est-ce qui vous arrive, mon brave monsieur ?» Il dit bah, « J'ai perdu mes clés. » Alors le kidam dit bah, « Écoutez, on va vous aider. » Et donc pendant 5 minutes, les personnes cherchent, et puis au bout d'un moment, on dit « Mais je ne comprends pas, vous êtes sûr que c'est là que vous les avez perdus ?» Et le monsieur dit « Non, mais il n'y a que là que c'est éclairé. » Et donc, c'est très souvent ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on cherche nos clés, qui est évidemment la métaphore des clés du succès, sous le lampadaire, c'est-à-dire sous la zone qui est éclairée. Qu'est-ce que c'est la zone qui est éclairée? C'est évidemment nos repères, nos croyances, nos savoir-faire, notre mode de formation. Donc, quand on croit dans le pouvoir de la technique, eh ben, on va chercher nos clés sous la technique. C'est ce qu'on voit actuellement avec l'IA, par exemple. C'est assez fascinant. On va chercher nos clés, les réponses aux défis qui nous attendent sous ces. Moi, je dis juste que si les clés étaient là, on les aurait trouvées. Donc, si on n'arrive pas à résoudre notre problème, c'est que probablement les clés sont ailleurs. Et il me semble que l'intervenant a ce rôle d'éclairer ailleurs, d'éclairer d'autres zones, lesquelles on n'en sait rien. Et c'est là qu'on est en posture basse. C'est qu'on ne sait pas quelles zones vont. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, on va interrompre, on va casser la tentative de solution qui consiste à regarder à l'endroit de ce lampadaire, ce qui est déjà énorme. Et souvent, quand le client s'aperçoit qu'il est dans une stratégie répétitive,
j'essaye un tout petit peu j'essaye un tout petit recadrage qui est, vous n'imaginez pas l'énormité du travail que vous avez fait. Vous avez déjà exploré tout ce qui ne fonctionne pas. C'est énorme. Vous avez un savoir qui est fiable. Maintenant, si vous voulez bien, on va essayer d'explorer d'autres endroits. De toute façon, on ne perd rien, puisque tout ce qu'on a essayé jusqu'à présent ne fonctionne pas. Donc, on est 100% gagnant. D'accord ? Et alors, évidemment, quand je le dis comme ça, en raccourci, c'est un petit peu brutal. Et si on y va trop fort, ça peut déclencher de nouveau l'homesthésie du client. Qui veut dire, c'est quoi ces trucs de farfelu? Moi, je suis absolument convaincu que ma méthode, c'est la bonne, etc. Donc, il vaut mieux éviter que cette parole soit portée par le prestataire, qui, je vous rappelle, est extérieur au système. L'intérêt, c'est de le faire porter à l'intérieur, par l'intérieur. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir la voix des collaborateurs qu'on va faire entendre de façon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais de faire entendre de façon évidemment anonymisée, mais qui va permettre au système dirigeant de se dire « je ne regarde pas sous le bon lampadaire ». Alors au début, évidemment, le client est un petit peu bousculé par cette parole-là. Mais comme en thérapie familiale, le système familial est bousculé, parce que monsieur va être bousculé par la parole de madame, qui va être bousculé par la parole des enfants, qui va être bousculé par la parole des parents. Tout le monde est bousculé par cette parole. Mais on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Et le rôle du thérapeute, et évidemment du coach, si on applique cette méthode-là, c'est de remettre de la circularité dans ce système, de refaire circuler cette parole, mais de façon suffisamment protectrice pour que les croyances bougent doucement. Et que les croyances du système client se fissurent un tout petit peu pour dire peut-être que je ne regardais pas au bon endroit, peut-être que ce que j'ai déployé jusqu'à présent, ça marche peut-être chez le voisin, ça marche peut-être dans l'entreprise, très bien, mais chez moi, ça ne marche pas. Peut-être que le lean, c'est bien à côté, mais chez moi, ça ne marche pas. Peut-être que l'agilité, c'est bien à côté, mais chez moi, ça ne marche pas. Et c'est exactement ce qu'on fait aussi en coaching individuel, c'est à un moment donné de fissurer ce système de croyance, c'est-à-dire de l'assouplir pour le remettre en mouvement. Et à partir du moment où on a recréé du mouvement, c'est là qu'on va aller chercher d'autres solutions. D'accord ? Et c'est là que la posture du coach qui fait confiance aux ressources du client, je trouve, est une posture qui est intéressante, qui est tous les jours, vous résolvez sans problème. C'est bien le diable si celui-là, qui n'a pas l'air plus compliqué que d'autres, on ne va pas réussir à le transformer aussi. Vous voyez ? Donc, ce que j'appelle le problème, c'est le sujet de la transformation que le client nous a apporté. Voilà, pour faire très très vite, je voudrais laisser un peu d'espace quand même aux questions. Je vois qu'il est déjà moins le quart. Pour faire très vite un petit peu la façon que j'ai proposé de faire du coaching d'organisation. Donc, on va sur le terrain du consulting, mais avec les outils et la posture du coach. Super. Merci de votre écoute. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui se sont endormis. J'ai pas l'impression. Merci. L'attention me semble bien là. Alors, Paul, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si… Alors, j'ai pourtant mis mon micro. Les autres, vous m'entendez? Ouais. Oui. Ah, Oui. ça y est, je t'entends. Ok, super. Merci beaucoup, Arnaud. Je crois que tu Ah non, donnes je t'entends de plus. l'envie. Info. Merci pour Ce qui ces m'arrive. éclairages. Merci. Passionnant. Merci beaucoup. Fabrice, Valérie, je les entends, mais Paul, je ne l'entends pas. Bon, je passe la main à Pauline alors. Vas-y, Oui, Pauline. bon, on te remercie et puis on constate oui, que l'attention est bien là. Du coup, je propose, Arnaud, tu suggérais un temps d'échange, de questions-réponses, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Je précise, avant de vous redonner la parole, que c'est une certaine façon de faire. Je ne prétends pas qu'il n'y a que cette façon, je ne prétends pas que c'est la meilleure. Il y a 1000 façons de faire du coaching d'organisation. Pour moi, elles sont toutes bonnes. Voilà, c'est un savoir, c'est une discipline qui est relativement émergente, alors on pourrait plonger un peu dans l'histoire et rapprocher tout ça du mouvement de l'organisational development des années 60. Mais voilà, c'est une discipline qui est quand même relativement récente. Donc, il y a encore plein de choses à découvrir, à faire. Et
je trouve que c'est une discipline qui est intéressante parce qu'elle intègre plein de savoir-faire et donc tous les savoir-faire des uns des autres sont les bienvenus. Voilà. C'est pas une discipline qui exclut. Pauline, il y avait dans le chat une remarque de Michel sur l'internationalisation, la montée des pays Excuse-moi, émergents. Paul, mais je ne t'entends pas. Donc, si quelqu'un Oui, c'est pour ça t'entend, que je veux bien je qu'il se m'appuie sur Pauline fasse qui va reformuler. Oui, Ok. le traducteur de ta pensée. il y a eu plusieurs réactions dans le chat, avec aussi alors, d'autres facteurs comme internationalisation, la montée des pays dits émergents, l'IA, la menace sur les monnaies. Et puis le partage des ressources. Je crois aussi qu'on demandait la référence en thérapie familiale. Moi, j'ai noté Guy Oslos, c'est bien ça? Oui, Oslos, donc c'est un thérapeute familial qui est mort il n'y a pas longtemps, et son livre, je crois qu'il a écrit qu'un seul livre, ou un livre principal qui s'appelle La compétence des familles, et qui est je trouve, alors c'est un livre de thérapie, hein, c'est pas un livre de coaching, mais les processus qu'il décrit dans ce livre, qui est absolument magnifique, et notamment le concept de circularité, qui est un concept proche aussi des sociologues des organisations, puisque les sociologues des organisations, dans la phase de diagnostic et de restitution des entretiens, s'appuient aussi beaucoup là-dessus. Après, pour les sociologues des organisations, ils se servent des entretiens comme du matériau, c'est-à-dire comme d'un contenu, alors que la thérapie familiale se sert des entretiens comme d'un processus. Voilà. C'est le petit distinguo, mais après, voilà, on peut s'en servir de plein de façons différentes. À part ça, voilà, le livre de Guy Oslo, c'est très beau livre. Et donc, puisqu'il en faut un pour commencer les questions, si j'ai bien Alors, compris je que n'entends pas c'était le sujet. Olivier. Est-ce que vous entendez Olivier? Faites-moi un petit signe. C'est pour savoir Oui, si nous, c'est on moi. l'entend. D'accord. Ah. Alors, comment se fait-il? Parce que je t'entends, toi, Pauline. Donc, Alors, c'est un peu. C'est étonnant. Ouais. Mm. Est-ce Là, qu'il je n'y a suis un que les peu, femmes que tu entends ou perdu. c'est je- Alors, c'est la et première fois que je vois ça. Pauline, est-ce que tu peux, du coup, peut-être te faire le porte-parole? je fais le Parce que porte-parole et j'entends puis toi et peut-être. Fabrice, mais j'entends pas les autres. D'accord. D'accord, très C'est bien. très étonnant. J'ai vraiment jamais Ouais. vu ça, mais Ouais. ok, on va fonctionner comme ça. Donc, si vous voulez, voilà, peut-être aussi partager vos questions sur le chat. Et puis Olivier, du coup, tu avais une question, donc je la prends Oui, et je la je la prends et restitue puis ensuite. d'accord, ça marche. Non, c'était Olivier de la dans, touche. oui. Dans ce processus-là, j'entends qu'il y a un travail important avec le dirigeant ou l'équipe dirigeante, mais c'est pas exclusif et donc ça va demander d'aller rencontrer un certain nombre de gens, peut-être même beaucoup de monde dans le processus, c'est ça? Enfin, au sein de l'organisation, d'aller rencontrer beaucoup de monde avec beaucoup d'interviews. La question d'Olivier, donc, c'est, tu as évoqué le travail notamment avec le dirigeant, mais qui n'est pas nécessairement un travail exclusif. Et donc, le processus va supposer de rencontrer beaucoup de monde. Est-ce que c'est bien ça? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, rencontrer beaucoup de monde, pas forcément. Pourquoi? Alors, là-dessus, il y a différentes écoles. Les sociologues disent qu'il faut rencontrer beaucoup de monde parce qu'ils travaillent par ce qu'on appelle grappe hiérarchique. C'est-à-dire que vous prenez un manager et puis vous rencontrez l'ensemble de ses collaborateurs et puis ensuite vous rencontrez le collègue, l'ensemble de ses collaborateurs. Donc, ça fait souvent des 30, 40, 50 entretiens, parfois plus. Moi, j'ai évidemment beaucoup travaillé avec l'équipe de François Dupuis et ça pouvait arriver qu'on ait 80 entretiens, etc. Pourquoi? Parce que ça va être voilà, il faut comprendre les interactions et les interfaces entre les équipes. Et encore une fois, on se sert de la parole des personnes comme d'un matériau. Dans la méthodologie que je propose, c'est un peu différent. Encore une fois, cette parole, elle n'a pas besoin d'être nombreuse. Moi, je me sers d'un autre paradigme. Donc, je vous donne les paradigmes. Comme ça, après, vous pouvez faire votre choix dans le marché des paradigmes, des outils que vous prenez, de ceux que vous laissez. Mais je vais partir du principe que, je crois qu'on appelle ça l'holomorphisme, qui est en gros, chaque membre d'une organisation est porteur de toute l'organisation. Principe de la biologie qui est chaque cellule de notre corps est porteur et porteuse de l'intégralité de notre ADN. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir toute Pauline pour avoir l'ADN de Pauline.
Un cheveu me suffira, parce que dans le cheveu, il y aura l'ADN, et l'ADN, il est unique. Bon, et il va me renseigner sur un système unique, qui est le système Pauling. Bien. Si on applique ce procédé-là aux organisations, ça veut dire que chaque personne qu'on va rencontrer amène avec elle l'ensemble des croyances de l'institution. Alors, dans croyances, je vais mettre les croyances, les représentations, les façons d'être, les façons de faire, ce qu'on croit juste, ce qu'on croit faux, les pratiques qu'on croit efficaces, les pratiques qu'on ne croit pas efficaces, blablabla, blablabla. Bien. Alors, vous allez me dire, une personne, évidemment, c'est trop peu. Oui. Donc, moi, j'en rencontre 5, 10, 15, voilà. Mais peut-être que vous avez fait le même constat que moi, c'est que vous apercevez qu'au bout de 4, 5, 6 entretiens, vous avez l'impression d'entendre toujours la même chose. Pourquoi? Pour cette raison-là. C'est qu'en fait, la personne, elle est porteuse de l'ensemble. Donc, sur le contenu pur, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'entretiens. Je dis bien dans une logique de contenu. Une dizaine d'entretiens suffit. Bon. Maintenant, moi, je vais souvent rencontrer plus de personnes. Pourquoi? Pas pour une logique de contenu, pour une logique de processus. C'est-à-dire pour une logique de transformation. Et là, je vais plutôt basculer du côté de Schutz, Will Schutz, l'élément humain. Et vous voyez bien que si je rencontre 20 personnes, j'envoie un message d'inclusion et de contrôle à 20 personnes. Donc, je vous rappelle, l'inclusion, c'est le fait que les gens se sentent comptés dans l'organisation. Et le contrôle, c'est je me sens compétent. Je la fais courte, je vous renvoie aux travaux de l'élément humain et de Will Schutz. Et donc, là, les entretiens me servent à servir cette logique-là. D'accord? Et donc, tout de suite, chez Kea, on disait la transformation démarre le premier jour. J'adhère à ce truc-là. C'est un truc qu'on avait aussi chez Bossard, donc je m'y retrouve plutôt bien, qui est, en fait, la transformation démarre tout de suite. Elle démarre dès la première poignée de main, dès le premier contact, et les entretiens ont une vocation de transformation. Sur un plan émotionnel déjà, parce que, on sait très bien en intelligence émotionnelle qu'une émotion qu'on exprime, elle va baisser en intensité. Et donc, quand vous arrivez dans un environnement qui est un petit peu chahuté, pour X raisons, le simple fait que les gens puissent vous parler, être écoutés par une personne neutre, bienveillante, dans une posture empathique, ça fait déjà baisser un peu l'intensité émotionnelle. Voilà. Après, c'est une logique, encore une fois, d'inclusion. C'est qu'on n'est plus 1, 2, 3 à être engagé dans la transformation, mais on va commencer à être 15, 20. Et donc, vous créez un effet de transformation. Et donc, évidemment, à partir du moment où vous avez commencé à mobiliser 15, 20, 25 personnes, vous avez commencé à mettre le bâton en route. D'accord ? Et accessoirement, ces personnes vont vous donner les lampadaires que votre client ne vous a pas donnés. Parce que quand vous allez… Moi, là, je démarre toujours mes entretiens de la même façon, c'est « Bonjour, monsieur, madame, est-ce que vous savez pourquoi on se voit ?» Donc, c'est une question très large. Rien qu'avec cette question, j'ai déjà 30 à 40% d'informations sur la façon dont l'information circule, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été retenu. Ma deuxième question, c'est « Vous en pensez quoi ?» Vous en pensez quoi de l'objet que vous venez de me nommer sur pourquoi on se voit? Et donc, j'ai énormément de choses qui sortent. Et là, je vais pouvoir comparer ce qui sort des entretiens et ce que m'a raconté mon client. Et souvent, on a un hiatus. Et ou bien que d'autres lampadaires commencent à s'éclairer sur des choses qu'on n'entend plus, qu'on ne voit plus, qu'on ne veut plus voir, sur, je ne sais pas, le CODIR, le processus de décision, les sujets à traiter, l'allocation des ressources, la priorisation, etc., etc. Et tout ce matériau, on va le récupérer et le remettre en circulation. D'accord ? Donc, c'est pour les entretiens, voilà. Je suis à l'intersection de… si j'étais dans une pure logique de contenu, 5 à 10 entretiens me suffiraient. Si j'étais dans une logique de sociologie des organisations, je serais sur beaucoup plus. Je suis un peu au milieu. Si je veux que les entretiens aient un pouvoir transformateur, il me semble que 20, 25 entretiens, souvent ça suffit. Voilà. Après, ça dépend de l'organisation de votre client, ça dépend de la taille si c'est une grande entreprise, une petite organisation. Vous voyez, si je suis intervenu dans une association de 15 personnes, j'ai rencontré les 15 personnes. Vous voyez, mais si j'interviens dans une grande entreprise du CAC 40, je ne vais pas rencontrer 40 000 personnes. Voilà. Donc, on a avec cette façon de faire, on a l'essentiel de ce qu'on veut, à la fois le contenu qu'on cherche, nos lampadaires qui vont éclairer ailleurs, et un début de démarrage de mise en route vers la transformation.
Alors, je reprends le chat. On a aussi une remarque de Ah Claude ben, qui... j'entends plus Pauline cette fois, Ah bon? décidément. Je pense que c'est de ton côté alors, Arnaud. Alors, je vais essayer de me. Le mieux, c'est peut-être que je débranche et que je rebranche. Ok. Ouais, ça te va? Je vais faire ça. Allez, on fait ça. Je suis désolé, hein. Ce sont les aléas du direct Tout à et de fait. la télévision. Bon, j'espère que ça donne de l'envie de faire du coaching d'organisation ou d'en refaire ou d'en faire davantage avec quelques modalités en plus ou ajustées, revisitées. Euh, Arnaud est là à nouveau. On fait le test directement, Arnaud. Est-ce que tu m'entends? Attends. Ah, c'est mieux alors. Super. Donc, je reprenais le chat où on avait une Désolé. réaction. Non, pas de souci. Le principal, c'est que ça marche maintenant. Une réaction de Claude qui parlait des pratiques narratives pour faire émerger justement ces autres histoires alternatives. Et puis une question d'Anne qui demande si le coach d'organisation intervient seul sur ce type d'intervention. Alors, là aussi, les écoles sont différentes, donc je peux témoigner que de ma pratique. Certaines écoles, quand je dis école, c'est école de pensée, hein, ce n'est pas forcément des écoles institutionnelles. Mais certaines écoles vont dire il faut intervenir à plusieurs parce que ça peut pas être les mêmes intervenants qui interviennent pour le codir, pour le dirigeant, etc. etc. D'autres écoles disent on peut intervenir seul. Voilà. En l'occurrence, c'est mon cas. J'interviens seul, en tout cas au début. Où on peut intervenir à deux, mais au début, il n'y a pas beaucoup de. Au début, mon principal objectif, c'est vraiment de lancer cette dynamique qui est, vous aurez bien compris, une espèce d'énorme opération de recadrage, en fait, hein, qui vise à partir du problème A, arriver au problème B, et déjà à commencer à tuer les tentatives de solutions qui ont été explorées. Une fois qu'on va basculer dans les aspects concrets de plan d'action, de plan de déploiement, là, on peut monter des équipes plus importantes. On peut même évidemment avoir recours à du conseil pur, hein, quand on a besoin d'expertise sur tel ou tel sujet, sur du commerce, sur des RH, on peut tout à fait. Et donc, on va du coup là jouer l'intégration et on va monter une équipe. Ça m'arrive que des clients interrompent, enfin pas interrompent, mais que cette première partie, ils arrêtent la mission à ce moment-là. Pourquoi? Parce que dotés d'une nouvelle intelligibilité de leur situation et ayant vu que leurs tentatives de solution n'étaient pas les bonnes, et ça leur va bien. Et moi, ça me va bien aussi, puisque je rappelle quand même que l'éthique de ce métier, c'est quand même l'autonomie. Donc, ça me va bien aussi que le client se sente à l'aise pour dire j'ai compris ce qui n'allait pas et j'ai compris pourquoi ça n'allait pas. Et du coup, je vais commencer à faire par moi-même, hein. Donc, que le client continue avec une équipe ou que le client préfère faire par lui-même, je trouve qu'on est face à deux bonnes solutions. Voilà, je trouve ça satisfaisant. Ok, et je crois qu'il y a une dernière question peut-être, et après on pourra conclure si ça va, vu qu'on arrive à 10 heures. Je pense que la question est venue quand tu parlais d'holomorphisme. Donc c'est aussi une question d'Anne. Il peut y avoir des croyances et une culture différentes, par exemple dans le cas d'une fusion quand le COMEX est complètement déconnecté du terrain. Point d'interrogation. Ah, mais c'est quasi systématiquement le cas. Je veux dire, dans ma jeunesse, on avait une formule qui est chacun voit midi à sa porte. Et donc la question, c'est alors, si on est dans une logique de contenu, chacun voit midi à sa porte, ça veut dire qu'il y a des gens qui voient bien et des gens qui voient pas bien. Il y a des gens qui ont raison et il y a des gens qui ont tort. Et donc, c'est ce qui va peut-être faire que dans les grands cabinets, je vais aller, moi, client, chercher des grands cabinets, le BCG, KIA, McKinsey, etc. Et on va dire la vérité. Voilà, la vérité de la transformation, c'est celle-là. Ma La question logique du coach, me semble-t-il, n'est pas celle-là. Il faut faire avec. C'est comme si un thérapeute familial disait Madame, écoutez quand même monsieur, il a quand même raison dans les reproches qu'il vous fait. Ou l'inverse, monsieur, écoutez madame, parce que. Ouais.
Alors moi, j'ai fait 2 thérapies familiales. On en a tué une à cause de ça, parce que le thérapeute prenait parti. Voilà. Il me semble que si on est dans une logique de processus, le coach ne prend pas parti. La question, c'est pas de savoir qui a raison, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette diversité de représentation. Ça veut dire qu'on a une diversité de représentation, et donc le premier travail qu'il va falloir faire, c'est de construire un minimum de socle commun pour pouvoir travailler. Alors, Anne dit, ma question était surtout sur la taille de l'échantillon interrogé et sur sa représentativité. Alors, du coup, l'échantillon n'est pas représentatif. oui, du coup, tu ne m'entends pas? Je ne sais Alors pas là, si, de nouveau, je n'entends pas Anne. Je ne sais pas si les j'entends autres les autres. m'entendent. On n'est Oui, pas dans oui. une logique de représentativité comme pourrait l'être un sociologue. C'est pas ce paradigme-là. Quand vous faites de la sociologie et que vous enquêtez sur les jeunes des banlieues, ben, vous allez construire un échantillon représentatif de la population des jeunes de banlieue. Là, on n'est pas dans cette logique parce qu'encore une fois, on n'est pas dans une logique de contenu. En fait, On est c'est dans une logique de des- processus, donc, et on part du principe, encore une fois, alors, encore une fois, on pourrait se dire, si cette logique marche, elle marche avec la première personne. Oui, bien sûr, mais vous voyez bien qu'on arrive dans une impasse, on ne peut pas rencontrer qu'une seule personne. La démarche n'aurait absolument aucune crédibilité. Donc, on va, au fur et à mesure des entretiens, valider les hypothèses ou les invalider. D'accord ? Ces fameux lampadaires qui s'éclairent les uns après les autres. Bah, de temps en temps, on croit qu'il y a des solutions à aller chercher sous tel lampadaire, puis on s'aperçoit qu'en fait, on suit une fausse piste, ce n'est pas le bon sujet. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, et encore une fois, peut-être au bout d'un moment, bah, vous apercevez qu'il y a quand même une sorte d'image générale qui se dessine, qui est de dire tel sujet, c'est pas le bon, ou il n'est pas formulé de la bonne façon. Et donc, c'est ça que le client va commencer à entendre. Arnaud, est-ce que tu m'entends? Non plus. Oui, tout à fait. Dans le cas d'une fusion, il est important d'interroger des personnes issues de chaque entreprise. Oui, ne serait-ce que pour que votre client ne puisse pas dire votre thermomètre n'était pas bon. Ouais. C'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps dans une entreprise d'automatisme. C'est qu'une seule organisation, qui était l'organisation technique, représentait 2/3 des effectifs. Donc forcément, si j'interrogeais, je ne sais pas, une vingtaine de personnes, sur 8 directions, bah, j'allais en voir 2-3 dans la direction technique et j'allais passer à côté. Donc j'ai rappelé le client en disant, j'ai regardé l'organigramme, je pense qu'il faudrait voir davantage de personnes dans la direction technique parce que c'est une très grosse organisation. Donc oui, absolument. Après, plusieurs strates hiérarchiques, là aussi, on peut débattre. Moi, j'ai tendance à, au début, regarder le sommet. Donc le sommet, c'est 3 strates à tout casser, quoi. Le dirigeant, son équipe dirigeante et le niveau d'en dessous. On peut faire un petit sondage de temps en temps, aller voir, mais Pauline, je crois déjà, on voit, rien que déjà ces 3 niveaux, on s'aperçoit qu'on a déjà des écarts de représentation qui sont souvent colossaux, quoi. Arnaud, Le est-ce que son tu est nous à nouveau entends? coupé. Et là, je Ouais. n'entends même plus. Arnaud, tu nous Ah entends? oui, ça y est, j'entends Florie. Eh que bien, c'est déjà ça. Florie, à toi alors. Ça Oui, recoupe. si. Ça, Tu je peux ne comprends clôturer, pas. Florie? C'est à toi de trouver Florie, une façon. oui, ok. oui, je t'entends, mais je n'entends pas les autres. Je ne comprends pas Ben, c'est pourquoi. bizarre, Il y a il des y a un seul privilèges comme canal de ça qui communication. circulent. Bon, en tout cas, il est 10h05, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Merci beaucoup à chacune et Merci chacun. beaucoup Arnaud, c'était passionnant. Je crois qu'il y a eu beaucoup de questions dans le chat, beaucoup de réactions aussi à l'oral. Et je pense que Pauline et Paul qui avaient préparé cet échange auraient été peut-être plus à l'aise pour clôturer. En tout cas, pour ma part et en tant que créatrice de Central Coaching, merci infiniment pour ton Merci. partage. Et s'il y a des questions, peut-être que Pauline peut les regrouper et puis me les envoyer et je les renverrai. Vous voyez, on peut aussi faire ça. Voilà. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci À Arnaud. bientôt. À Merci, très bientôt. merci. Merci Bientôt à de votre tous écoute. et merci pour ces bonnes participations. Merci à tous. Au revoir. Bientôt. Merci. Merci pour la programmation aussi. Merci Olivier. Ouais. Merci beaucoup. Bravo Paul et Pauline, super intéressant. Merci. Merci. Et rendez-vous bientôt. On trouvera une manière de prolonger. Mm. Ouais. Tout ça est très itératif.
Allez, bonne journée, bonne semaine à tous. Belle journée. Et Bientôt.